et à la maman sur l'enfant. Ce sont des webinaires qui appartiennent à la Société européenne de fertilité, qui est une société scientifique qui fournit des outils, du soutien et une dédication aux cliniques et aux patients et qui a été fondée en décembre 2020 donc pendant le verrouillage du Covid. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Bah, elle aide les cliniques et les patients, tout comme les organisations et les sociétés, à se consacrer aux besoins des patients à travers des webinaires qui sont disponibles en français, en anglais, en italien et en espagnol. Ces webinaires sont gratuits et ouverts à tout le monde et il y a toujours une partie questions-réponses pour que les patients puissent apprendre et résoudre ces doutes directement avec l'expert. Mais au cas où vous l'avez manqué, il est toujours enregistré sur YouTube le jour d'après. Donc, en plus, si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter le docteur par, à travers le site web. Et pour être au jour, bah, suivez-nous sur nos comptes d'Instagram et de Facebook. Alors, aujourd'hui, il y a la docteure Stefania Rodriguez de la clinique IVF Spain, qui est une clinique située en Espagne et qui compte avec 3 cliniques, donc à Alicante, à San Sébastien et à Madrid. C'est une clinique qui compte avec des spécialistes de renom et qui est toujours à la pointe en matière de PMA. Donc, je vous laisse avec la docteure. Bon, merci beaucoup Isabelle. Bonjour, je suis enchantée de vous donner ce webinaire si intéressant et un sujet comme l'épigénétique. Et bon, je vais commencer avec le webinaire. Et premièrement, une petite introduction en relation avec la génétique et l'épigénétique. Qu'est-ce que la génétique et l'épigénétique? Et je vais parler un petit peu de le mécanisme épigénétique parce que je pense qu'il y a des choses très intéressantes. Et le vrai jumeau, qu'est-ce que le vrai jumeau? Nos cellules, la différence entre les cellules et un peu de la génétique et les différentes espèces. Et le développement embryonnaire, l'empreinte génomique, c'est une petite sujet en relation avec l'épigénétique que je pense que nous donne une information importante. Et les facteurs épigénétiques durant la grossesse et finalement un petit peu de la fibre avec les dons d'ovocytes et comment est-ce que nous travaillons ici à IBF dans aussi en relation avec les dons d'ovules. Bon, qu'est-ce que la génétique? Premièrement, la génétique. La génétique est la filière de la biologie qui étudie les gènes et les mécanismes relevant les transmissions héréditaires. Bon, les génétiques sont les lettres de notre livre de recettes. Nous sommes tous les résultats de le livre de recettes qui produit les protéines de notre corps. OK? Et notre ADN se compose de 46 chromosomes et nous pouvons étudier les chromosomes avec les karyotypes. Les karyotypes, c'est une étude de bilan sanguin que nous, normalement, nous recommandons à faire pour une FIV pour évaluer s'il y a un problème génétique. Et nous avons environ 30 000 gènes. Les gènes sont les recettes de notre livre de recettes et chaque gène produit environ 3 protéines. Les protéines sont les plats, sont les résultats des recettes. Et bon, qu'est-ce que l'épigénétique? Et l'épigénétique, nous pouvons dire que c'est la filière de la biologie qui analyse les changements se produisant dans l'activité de l'ADN sans modifier sa séquence génétique. Finalement, l'épigénétique sont la modification de notre recette. Si nous varions, si nous soulignons la recette de les gènes, l'épigénétique peut modifier l'activation ou pas de chaque gène et quelle est la manière que le gène est activé ou pas.
ok? C'est un point très, très important pour produire finalement tous les plats en relation avec le livre de recettes de notre région, ok? Pour moi, ça, c'est le point le plus important, ok? La génétique est importante, mais si nous ne tenons compte de l'épigénétique, nous ne pouvons pas savoir quel est le résultat, ok? Et comment est-ce que l'épigénétique travaille sur l'ADN? Directement sur l'ADN avec, par exemple, le mécanisme de méthylation qu'il y a, c'est biochimie, toutes les choses que nous parlons, sur les histones. Les histones sont comme les feuilles du livre de recettes, ok? Et avec la méthylation aussi, avec l'acétylation, mais c'est d'une manière indirecte, ok? Et finalement, bon, il y a différents mécanismes, il y a plus de mécanismes, mais je vais parler aussi de les exomes, ok? Sont microvésicles. Et c'est très, très intéressant de savoir ça parce que il y a microvésicles, il y a des exomes qui sont sécrétés par l'utérus de la maman qui porte le grossesse et les vésicules peuvent modifier épigénétiquement l'information génétique du futur bébé. Parce que les microvésicules sont sécrétés par le liquide endométrial et finalement l'embryon prend les microvésicules pour changer l'activation de le propre ADN. Et dans la photo que nous voyons là à gauche, et nous pouvons voir directement par les micros une microvésicule que l'endomètre donne pour l'embryon. Ok? La maman donne petit ADN pour, c'est pas ADN dans ce cas, c'est ARN, mais c'est un peu de les propres génétiques pour aider et pour changer l'activation le gène de l'embryon. Ok? Ça, c'est une chose très, très directe que nous pouvons voir par le micro. Ok? Bon, pour comprendre un peu l'importance de l'épigénétique, nous devons savoir que toutes notre cellules portent le même ADN, ok? Mais les cellules dans notre corps sont finalement très, très différentes, ok? Et la cellule sanguine, la cellule musculaire sont très, très différentes, mais l'ADN, la lettre de la recette, la lettre de l'ADN est la même. Finalement, la différence entre les deux cellules, entre toutes les cellules de notre corps, l'épigénétique donne la différence entre toutes les cellules. Ok? Ça, c'est très, très intéressant. Bon, ici, deux photos de deux couples de femmes. Et une photo, un couple de vrais jumeaux. Et dans l'autre, deux femmes qui ne sont pas de la même famille. Et au fin de la présentation, je vais vous dire quels sont les couples de vrais jumeaux. Le vrai jumeau vient de le même embryon. Un embryon peut se diviser entre deux et produire deux personnes, finalement, deux enfants. Okay? C'est pour ça que normalement, nous toujours recommandons à faire le transfert d'un embryon parce que si l'embryon fait la division entre deux, nous pouvons avoir vrais jumeaux. Et si nous transférons deux embryons, nous pouvons finalement avoir une grossesse multiple et beaucoup plus de problèmes pendant les grossesses pour ces raisons. Et bon, vous pouvez voir si vous voulez et penser quelles sont quelles sont les femmes de la même famille, les vrais jumeaux. Et finalement, à la fin de la présentation, je vais vous donner l'information. Okay?
Qui sommes-nous? Nous sommes le résultat de beaucoup d'interactions. Interactions entre le même gène et entre tous les gènes de notre ADN et interactions entre les gènes et l'environnement. L'environnement pendant toute la grossesse et aussi après la naissance, ok? Mais la grossesse est très, très important. L'environnement de la grossesse, comme je vous dis, l'utérus, le liquide endométrial est très, très important pour le développement de l'embryon, ok? Et il est fréquent que lorsque nous parlons de dons, que ce soit des dons de sperme, dons d'ovules ou dons d'embryon, beaucoup de futures mamans ne sentent pas ou pensent que ces bébés ne seront pas les leurs. Mais pas du tout. Car vous aussi, durant la grossesse, vous participez de l'écriture du grand livre de recettes grâce à l'épigénétique. C'est pour ça qu'une réceptrice de dons d'ovules peut dire aussi « je suis la mère de mon bébé ». Okay? Et quelle est la différence de l'ADN? Parce que nous pensons toujours que l'ADN, la lettre de l'ADN, c'est le plus important. Quelle est la différence entre les différentes espèces? Et si nous comparons l'ADN humain et les chimpanzés, la différence est 4%. Les 96% de l'ADN est le même. Entre l'humain et les chats, 10% de différence. Entre l'humain et les souris, 15% de différence. Et entre l'humain et la banane, par exemple, 40% de différence. Nous avons 60% d'ADN égal que la banane. Et si nous comparons entre deux personnes, la différence est 0,1% de l'ADN. C'est pour ça que après faire un traitement de dons d'ovules, si nous pouvons utiliser le sperme de conjoint ou non, si nous utilisons le sperme d'un donneur, nous pouvons dire que finalement l'embryon est 95% le même que la maman, ok? Parce que c'est seulement le 0,1 de différence entre la maman et la donneuse, ok? Bon, en relation avec la génétique, nous savons qu'il y a des maladies que nous pouvons porter et nous pouvons donner, c'est l'héritage de la génétique. Mais dans l'épigénétique, nous pouvons aussi avoir maladies avec des problèmes là. Okay? Et en principe, bon, maintenant nous sommes en train d'étudier tout ça parce que ce sont des sujets très, très actuels. Mais nous savons qu'en relation avec l'empreinte génomique, qu'est-ce que c'est l'empreinte génomique? Il y a environ 100 gènes qui s'exprimaient ou non selon les provenances maternelles ou paternelles. Ok? Normalement, les deux copies des gènes s'expriment. Ok? Il y a une copie de la maman et une autre copie de le papa. Mais dans les gènes d'empreinte génomique, le gène qui s'exprimait, c'est seulement le gène de la maman ou de le papa. Ok? S'il y a un problème là et l'épigénétique ne peut pas contrôler l'activation, ok, pour différentes procédures, nous avons des maladies en relation avec ces problèmes, comme par exemple l'Angelman, le Prader-Willi, il y a différentes maladies, problèmes neurologiques, problèmes physiques, il y a beaucoup de problèmes, ok? Et les patrons d'épigénétique des gamètes se façonnent à 3 moments très, très, très importants pendant le développement. Okay? Et le premier moment, c'est l'embryon préimplantatoire.
ou avec lequel nous travaillons dans le laboratoire. Après, pendant le moment de le grandir, de le grossir de l'enfant, de le fœtus dans la maman, ok? Et après la naissance, comme les gamètes sont développés, ok? Et tout l'épigénétique, tout le contrôle de l'épigénétique est effacé dans l'embryon pour réactiver une autre fois. Pour nous, c'est très important que l'activation se fait dans le moment, dans beaucoup de moments dans la grossesse, ok? Pendant le développement de l'embryon, et nous pouvons aider l'embryon pour un bon développement. C'est pour ça qu'il y a des facteurs pendant la grossesse que nous pouvons tenir compte et aider l'embryon. Ok? On va parler un peu des facteurs que nous connaissons. Ok? Les régimes alimentaires, le stress, les toxiques et hormones aussi. La diète pendant la grossesse est très, très importante. Et nous ne recommandons pas la consommation élevée de graisse, et la malnutrition, l'alcool et l'obésité, parce que tout ça peut changer l'épigénétique de l'embryon. Et nous pensons maintenant que le tabac ou l'obésité peut transmettre avec les microvésicles que nous avons parlé avant, et changement pour l'ADN, pour l'épigénétique de l'embryon. OK? Le stress pendant la grossesse. Nous ne savons pas sûr comment se produit ce mécanisme, mais il y a des études qui nous disent que l'augmentation de l'asthme chez les enfants se produit en relation avec changement d'épigénétique pendant la grossesse pour le stress de la future maman. OK? Il y a, au futur, nous pouvons savoir pourquoi concrètement, mais nous savons qu'il y a une relation. Les produits toxiques, sûrs, et il y a différents produits que nous pouvons, que en principe sont contrôlés, ok, les pesticides, les métaux lourds, des additifs dans les plastiques, et des autres toxiques que peut changer l'épigénétique aussi. Et pour les hommes aussi, parce que chez les hommes, c'est les spermes, il y a l'épigénétique aussi. Les phytoestrogènes, par exemple, les estrogènes qui portent par exemple la soja, peut changer la génétique, l'épigénétique finalement, le mécanisme épigénétique. Un peu pour traiter aussi le sujet de l'édon d'ovule. Nous, ici dans la clinique, normalement, nous faisons un planning pour informer les patients comment est-ce que nous travaillons avec les procédures de don d'ovule. Et les procédures, c'est normal entre 6 et 8 semaines. Et il y a différentes étapes de le traitement. La sélection de la donneuse, premièrement, c'est la première étape. Nous devons synchroniser le cycle de la donneuse et le patient si la donation est en frais. Nous devons préparer l'endométrio de la patiente et faire la stimulation ovarienne de la donneuse. Après la ponction folliculaire et la fécondation des ovules, le développement, nous faisons le suivi toujours de le développement embryonnaire pendant 5 jours. Ça, c'est un autre point très, très important parce que nous pouvons faire la sélection de tous les embryons pour la qualité à 5e jour. Et le taux de réussite est plus haut, okay, parce qu'il y a des sélections
naturel à troisième jour, et c'est très important. Et nous voulons améliorer la taux d'implantation avec les embryons les plus forts. OK? Et pour faire la sélection de la donneuse, nous avons environ 500 donneuses entre les 3 cliniques en Espagne. Et nous devons faire la première sélection pour les caractéristiques physiques de la réceptrice et les couples. Et après, nous tenons compte des préférences de la patiente que nous avons parlé avec la personne directement. Et finalement, bon, nous pouvons faire aussi une sélection génétique plus profonde parce que nous faisons une sélection génétique, mais faire un matching génétique pour diminuer le risque des maladies génétiques. Et aussi une autre évaluation médicale et faire une sélection finale. OK? Bon, les deux femmes à gauche sont les vrais jumeaux et les deux femmes à droite ne sont pas de la même famille. OK? Et la génétique, ce n'est pas le plus important. C'est vrai que l'environnement et des autres facteurs sont importants aussi. Mais bon, ici, deux photos. Les deux noms qui sont là sont les deux personnes qui ont fait les photos, sont spécialisées dans la photo de vrais jumeaux ou de personnes très, très similaires, mais pas de la même famille. Okay? Si vous voulez voir plusieurs photos, vous pouvez voir dans la web. Bon, finalement, nous sommes 3 cliniques en Espagne, mais il y a 2 autres en Europe. Et merci beaucoup pour écouter les webinaires. Et maintenant, je pense que nous pouvons faire pour répondre à votre question, s'il y a des questions. J'espère que c'est bien comprendre. Merci beaucoup. Si vous voulez, on commence avec les questions. Alors, quels sont les changements dans l'épigénétique dus à l'obésité? OK, nous savons directement les mécanismes. Maintenant, nous ne comprenons pas tous les mécanismes, OK? Mais nous savons qu'avec l'obésité, il y a moins de taux d'implantation embryonnaire, premièrement. Après, il y a plus de risques de fausse couche, OK? Et l'implantation embryonnaire se produit pour changement de l'embryon et de l'endométrio, OK? Et nous pensons que là, il y a des facteurs et des mécanismes épigénétiques. Et après, pendant la grossesse, il y a plus de risques de problèmes avec les grossir de les enfants et finalement, pendant l'accouchement, mais pendant la grossesse, premièrement, pour l'implantation et pour les risques de fausse couche, et après, pour le grossir des enfants. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, mais pendant, moi j'ai reçu quelques questions. Oui, donc, que je les trouve ici. Alors, combien de temps prennent les différentes étapes du procès? Pouvez-vous indiquer les délais approximatifs? OK. Des procès de don de boule, j'entends. Et normalement, tous les procédures sont 2-3 mois maximum. OK? Ça dépend un peu de chaque cas. Nous devons évaluer tous les cas parce qu'il y a des cas où nous devons recommander un pré-traitement. Mais si c'est un cas normal,
pas de problèmes de santé associés, nous pouvons dire 2-3 mois maximum. OK? La première étape, c'est le premier mois pour faire la sélection de la donneuse, OK? Pour organiser le cycle et pour faire la première préparation endométriale. Normalement, nous recommandons de faire une première préparation endométriale pour évaluer si avec un protocole général, nous pouvons bien préparer l'utérus. Mais il y a des cas où nous devons changer les traitements, augmenter le dosage de médicaments ou baisser le dosage. Ça dépend beaucoup de chaque patient. Avec la première étape, la première préparation, nous bien évaluons l'utérus. Et après, dans la 12e étape, c'est le 12e mois, nous préparons l'utérus pour la transfert. Et le 12e mois, nous changeons les choses que nous avons vues que dans les premières étapes ne sont pas bonnes pour la femme et nous préparons finalement pour la transfert. Et dans la 12e étape, c'est normalement où nous faisons la fécondation des ovules de la donneuse et après 5 jours, comme je vous dis, et nous faisons la transfert dans l'embryon. C'est pour ça que ce sont 2 mois, maximum, normalement 3 mois. Est-ce que c'est mal de manger du fromage qui est en graisse si c'est seulement de temps en temps? Non, si c'est seulement de temps en temps, c'est important de savoir que le lait doit être pasteurisé, je pense que c'est le même, parce que ça c'est très très important. Il y a des fromages qui sont faits avec le lait frais, ok? Ça c'est important. Et le problème avec, nous savons qu'en diète avec beaucoup de graisse, baisse le taux de réussite de traitement, ok? Baisse l'implantation, la fertilité, ok? Ça c'est important. Mais si c'est de temps en temps, en principe, non, c'est une chose continue. L'épigénétique change-t-il l'aspect physique? Et oui, nous savons que oui, parce que le même embryon dans l'utérus d'une femme, ce n'est pas le même enfant finalement que si le même embryon est transféré dans l'utérus d'une autre femme. Okay? Il y a beaucoup de changements dans le risque de maladies, mais aussi dans l'aspect physique. Et nous avons beaucoup de patients qui nous disent, après le traitement de don d'ovule, que la famille ou les amis lui dit que l'enfant est très, très similaire. Et c'est pour ça, okay? Pour tous les changements dans l'environnement utérin et extérieur. Oui. Alors, est-ce qu'il y a plus de questions? En attendant, moi j'en ai reçu une autre. Donc, quels tests non invasifs peuvent être effectués pour les mères porteuses afin de s'assurer que le bébé est en bonne santé et se développe bien? Que recherchent les médecins dans ce test? Ok, nous avons tests non invasifs avant la grossesse, okay, avant le traitement et après, et pendant la grossesse. Okay? Et tous sont tests de bilan sanguin. Avant la grossesse, nous pouvons évaluer, ici dans la clinique, nous pouvons évaluer environ 300 maladies génétiques que nous pouvons porter, mais nous ne savons pas. OK? Et nous pouvons faire le matching génétique avec le sperme, avec les donneurs, et pour écarter ou pour savoir s'il y a de risques pour les enfants de porter ou d'avoir une maladie génétique. OK? Ça, c'est avant le traitement. Et si nous détectons qu'il y a de risques, nous devons évaluer quelle maladie et il y a des cas ici nous pouvons faire une sélection embryonnaire. Okay?
Et après, si le grossesse est déjà produit, nous pouvons faire tests à partir de la 10e semaine de grossesse. Il y a bilan sanguin pour évaluer les chromosomes sont un test un peu plus général, ok, pour écarter par exemple la trisomie 21. Et ici aussi pour étudier 10 maladies génétiques que l'enfant peut développer et peut produire des altérations mentales. OK? Mais sont des tests non invasifs. OK? Mais sont différents. Les deux tests étudient des choses différentes. OK? Puis-je opter pour la nationalité d'un donneur spécifique et en exclure d'autres en Espagne? Nous, ici, nous travaillons avec différentes banques de donneurs, OK? Nous travaillons avec banque de donneurs espagnols et banque de donneurs de le nord d'Europe, OK? Ça, c'est pour les différentes caractéristiques physiques, OK? Et ici, en Espagne, la donation est toujours anonyme et les patients ne peuvent pas sélectionner les donneurs ou la donneuse aussi, OK? Mais si les caractéristiques sont plus comme nordiques, plus blondes ou plus claires, nous pouvons travailler avec un banque nordique, OK? Mais toujours anonyme, OK? Et ici aussi en Espagne, les banques de donneurs, de donations, nous donnent donneurs clairs et blondes et comme ça. Mais les patients peuvent faire la décision, ou peuvent adopter la décision de le banque espagnol ou les banques internationales. OK? Le fait de chercher une donneuse ressemblant à la patiente ne suffit pas à expliquer la ressemblance du bébé à la patiente? Oui, un peu aussi, parce que si nous faisons la sélection pour une donneuse très, très différente, c'est vrai que peut-être la différence est plus grande. Mais, mais nous faisons toujours la sélection de la plus similaire. Ok, c'est pas le même personne, c'est impossible s'il y a un vrai jumeau, mais c'est impossible. Ok, et nous savons qu'il y a des facteurs de l'épigénétique. Ok, et nous pouvons savoir ça pour des études anciennes dans les animaux. Ok, et il y a des études qui donnent la différence entre le transfert d'un animal différent avec le même ovule, avec les ovules d'une donneuse. Et nous savons que le résultat, ce n'est pas le même. OK? Que les caractéristiques physiques et les caractéristiques, beaucoup de caractéristiques changent indépendamment de l'utérus, de la maman, de la réceptrice. Je pense qu'il va avoir une autre question. Donc, on Des va questions très intéressantes. Une hypothyroïdie est-elle une contre-indication pour recevoir un don d'ovule? Non, 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 c'est pas une contre-indication. Nous, normalement, nous évaluons les hormones, nous évaluons l'état de la réceptrice et aussi pour un grossesse naturelle, c'est important de faire un contrôle de thyroïde, ok? Et traiter le thyroïde. Et nous pouvons traiter avec les médicaments et faire un traitement très bien. Et il y a beaucoup de femmes hypothyroïdiennes que finalement peuvent développer une grossesse normale. C'est facile. Traiter normalement, c'est facile. Avec les contrôles, c'est fait ça. Oui. Donc, est-ce qu'il y a plus de questions? Je vois qu'il n'y a plus personne qui écrit. Donc, on va attendre une minute, voir si quelqu'un s'anime. Nous devons penser les questions.
Je comprends que c'est un sujet un peu difficile parce que nous sommes maintenant en train d'étudier tous les mécanismes et les produits de l'épigénétique. C'est difficile pour les patients aussi, vraiment. Bon, bah, ça n'a pas l'air d'avoir plus de questions. Donc, de toute façon, rappelez-vous que vous pouvez contacter la docteure à travers notre site web. Et bon, bah, on se revoit la semaine prochaine avec la docteur Laura Garcia pour savoir comment affectent les tests de récipitivité endométriale à améliorer le taux d'implantation. Alors, je vais attendre parce qu'il y a quelqu'un qui écrit, donc peut-être c'est une question. Peut-on avoir la présentation? Alors, bah, je ne suis pas sûre. Oui, ça c'est sur les YouTube, non? C'est vrai, vous pouvez la retrouver sur YouTube, c'est vrai. Si vous voulez Donc, revoir. voilà, dès demain, elle sera sur YouTube. Oui, le sujet de la présentation, c'est intéressant et après, il y a beaucoup de personnes qui voient la présentation sur les plateformes et dans la web. Et là, vous pouvez avoir toute la présentation avec les vidéos. Bah, voilà. Bon, bah, merci beaucoup, docteur. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Merci à vous. Et bon, la prochaine fois, s'il y a plus d'informations en relation à l'épigénétique, nous pouvons faire une autre webinaire plus actualisé. Merci beaucoup. Parfait. Bon, au revoir. Au revoir tout le Au monde. revoir. Au revoir, merci.